ce n'est pas aucun secret. Les autorités iraniennes et les diplomates iraniens réitèrent à plusieurs occasions que le seul but du pourparler à Vienne est la levée de toutes les sanctions. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Eh bien, nous nous penchons aujourd'hui à nouveau sur la stratégie très sophistiquée des mollahs iraniens au plan diplomatique et aussi militaire, à l'œuvre ces jours-ci lors de ce 7e round des négociations de Vienne qui semble traîner en longueur, malgré l'impatience des Européens et la placidité de l'administration Biden. Pour débattre de ce sujet, en ligne avec nous, Alexandre Greenberg. Alexandre, bonjour et shalom. Bonjour et shalom à vous, Richard. Alexandre, vous êtes expert en affaires iraniennes, capitaine de réserve au département des recherches des renseignements de Tsahal et aussi diplômé de l'Université hébraïque de Jérusalem en études du Moyen-Orient et en études islamiques, ainsi qu'en langue et littérature arabe. Alors, en rentrant dans le vif du sujet, quel est le principal et véritable objectif des Iraniens pour parler de Vienne ? Est-ce que c'est redéfinir un accord global sur le nucléaire alors qu'ils sont très près, de manière concrète, du seuil nucléaire lui-même, ou bien faire lever les dures sanctions économiques et financières qui les paralysent depuis l'ère du président Trump ? C'est le deuxième que vous venez d'évoquer, l'objectif proclamé des Iraniens. D'ailleurs, ils le disent ouvertement. Ce n'est pas aucun secret. Les autorités iraniennes et les diplomates iraniens réitèrent à plusieurs occasions que le seul but du pourparler à Vienne est la levée de toutes les sanctions. Mais c'est ça exactement qui devient un obstacle incontournable pour les Américains parce que les États-Unis sont prêts à lever les sanctions posées par Trump. Mais les Iraniens exigent la levée de toutes les sanctions, ce qui est techniquement impossible pour les États-Unis. Mais est-ce qu'ils veulent revenir à l'accord de Vienne du 14 juillet 2015 tel qu'il était, ou est-ce qu'ils sont prêts à renégocier, ils veulent renégocier certaines clauses ? On a l'impression qu'on ne parle pas beaucoup de ça ces derniers temps. Non, exactement, vous avez raison. Ils n'ont aucun intérêt de revenir à l'accord brisé par Trump, et ce sera impossible en tout cas, et ils veulent, c'est l'inversement qui est vrai, ils veulent accélérer leur blackmailing, leur chantage nucléaire au moyen de l'enrichissement d'uranium, pour conclure pas un accord, mais un accord préliminaire pour la levée des sanctions. Et personne en Iran ne mentionne le JCPOA ou l'accord nucléaire de Vienne qu'on voudrait le parler. Alors, en déclarant, vous venez de le rappeler à l'instant, en déclarant qu'ils se limiteraient à enrichir leur uranium seulement à 60 ou 63% et non à 90%, qui est le taux nécessaire pour préparer de la matière nucléaire fissile, eh bien, les Iraniens ne sont-ils pas en train de piéger les Occidentaux et surtout les Américains quelque part en les tournant en bourrique, comme on dit en français, ou en les roulant dans la farine? En effet, ils les empêchent, en disant qu'ils ne dépasseront pas 60-63% d'enrichissement, ils les empêchent d'accuser Téhéran de préparer concrètement et donc illégalement ses premières bombes atomiques, tout en se positionnant de facto, comme je le disais tout à l'heure, à l'entrée du seuil nucléaire, puisque en cas d'échec de ces négociations actuelles, il ne leur faudra que très peu de temps, peut-être quelques semaines, un mois, 2 mois maximum, pour mettre au point plusieurs têtes nucléaires grâce à l'énorme quantité d'uranium enrichi à 60 ou 63% qu'ils auront préparé. Donc est-ce qu'ils ne tiennent pas les deux côtés du manche dans cette affaire ? Et ils le font, mais comme je dis toujours, ils continueront de le faire tant qu'ils voient que cette méthode se paye. Si on lit les médias européens et américains, on voit que le problème pour eux n'est pas la bombe atomique dans les mains de ce régime tortuaire et meurtrière, mais plutôt l'accord brisé par Trump et Bibi.
Et Netanyahou, voilà, c'est ça le problème. Donc, c'est le but pour des Iraniens de montrer aux Européens, à l'Occident en général, voilà, il vaut mieux de précipiter pour conclure un accord en acceptant toutes les exigences iraniennes. Ah, sinon, voilà, on a voire, Mais un alors, Iran atomique. oui, alors moi je voulais vous poser une question sur le fond, puisqu'on entend, comme vous venez de le rappeler, beaucoup de voix américaines et aussi européennes, mais surtout des voix américaines qui proviennent de l'entourage démocrate de Biden et du Parti démocrate, selon lesquelles Trump et à sa suite Netanyahou, qui l'aurait poussé à ça, aurait fait une erreur historique en se retirant du deal du 14 juillet 2015, qui était soi-disant un bon deal, alors que à l'époque, je me souviens, il y avait des analystes très compétents qui avaient avaient dressé une liste d'à peu près 20 raisons pour lesquelles c'était un deal dangereux. Et donc tout d'un coup, maintenant, ce qui était mauvais devient bon parce que finalement, les Iraniens augmentent, finalement, ont fait ce qu'ils ont voulu, ils ont augmenté leurs exigences, et maintenant, on a absolument besoin de les mettre dans une espèce de petite cage qui n'en est pas une, qui serait un accord, et on se prend à regretter l'accord de 2015, c'est ma question, c'est est-ce que cet accord de 2015, il était tout de même très mauvais pour les Occidentaux? Et oui, donc ici, c'est comme toute chose, tout est compliqué. Alors, le problème, c'est un petit changement des nuances qui sont quand même cruciales. Le problème, ce n'était pas d'annuler l'accord par Trump ou la pression de Netanyahu. C'est ça, ce n'est pas une erreur, parce qu'il ne s'agit pas d'une diplomatie entre deux pays ou dans les litiges, parce que voilà, les analystes américains, de très nombreux analystes américains, le représentent comme si c'était une litige entre deux compagnies ou deux individus en Amérique. Ce n'est pas le cas. Mais d'autre côté, l'erreur principale de Trump et de Netanyahou, encore plus du côté de Netanyahu, était que c'est pas d'annuler de la cancellation de l'accord et n'a jamais été accompagné d'une stratégie claire et alternative pour faire face à l'Iran. Parce que l'idée même que l'Iran va soumettre à la pression américaine uniquement si l'Amérique se dédouane de cet accord et annonce une nouvelle politique de la pression maximale qui n'était jamais maximale en fait. Et c'était vraiment, cela relève de l'ignorance de la réalité iranienne, du comportement iranien. Ça, c'est une erreur. Alors, je peux comprendre comment Trump l'a fait sans beaucoup d'arrière-pensée stratégique. Bon, ce n'est pas le sujet, le nucléaire iranien n'est pas un sujet vital et stratégique pour l'Amérique, en défense. Mais il est pour Israël, et comment Netanyahou a pu le penser, imaginer, cela met de place. Alors, mais d'autre côté aussi, en parlant quand il s'agit des armes nucléaires, il faut aussi tenir en compte que ce n'est pas assez d'avoir le matériel enrichi pour le mettre dans une tête nucléaire. Pour faire une tête nucléaire, ça exige des efforts davantage parce qu'il ne s'agit pas d'une tête de combat normale et juste on y met du matériel atomique. Ça ne marche pas comme ça. Il faut avoir un missile précis, parce que sinon c'est très dangereux quand même, un missile peut tomber en Iran. Et donc l'Iran n'a pas accompli toujours ces trois pas pour avoir l'arme nucléaire et aussi l'étape finale de cette chaîne de production des armes nucléaires, c'est un essai nucléaire que l'Iran n'a jamais fait. Donc, et entre la voie jusqu'à la bombe est encore assez longue. Mais surtout qu'il y a toujours quelques facteurs qui empêchent l'Iran de se doter des armes nucléaires.
Alors ça veut dire que les Iraniens, c'est la grenouille qui se prend pour le bœuf, ou c'est-à-dire qu'ils sont orgueilleux, ils croient à leur propre discours. À lire la presse iranienne traduite en anglais, et on voit ces derniers jours, ces dernières semaines, même que cette presse iranienne, notamment ce qu'on appelle l'agence de presse Fars News, qui porte bien son nom peut-être, mais qui est en fait l'agence officielle de presse iranienne. Ils reviennent sans cesse sur des interviews de hauts responsables et du programme nucléaire et de l'armée iranienne, disant qu'il n'existe aujourd'hui aucune dissuasion militaire étrangère sérieuse contre l'Iran. C'est-à-dire qu'ils se considèrent comme intouchables dans cette configuration. On a du mal à l'imaginer parce que l'armée de l'air iranienne et même leurs missiles, comme vous disiez, sont pas prêts, etc. Est-ce que c'est pas une opération de bluff? Et c'est l'un et l'autre à la fois, je dirais. D'abord, le fait qu'il reste beaucoup d'obstacles à surmonter pour l'Iran et ne dit rien. Ils continuent de le faire et ils finiront par atteindre leur but. Il ne s'agit pas il s'agit d'une technologie qui a déjà 90 ans. C'est vrai que ça leur met longtemps d'y arriver, mais on peut imaginer qu'ils finiront par arriver. Ils continuent de développer tous les éléments pour les armes nucléaires. Mm-hmm. Et le deuxième, ce n'est pas qu'ils croient qu'ils sont touchables, parce que voilà, ils connaissent et se rendent compte de limite de leur force, qui est en effet très limitée. L'Iran est en état très faible et vulnérable, même strictement militairement parlant. Et la seule capacité de frappe iranienne, c'est deux pôles de capacité asymétrique, notamment les proxies iraniens et les missiles. Mais les Iraniens savent lire le plan parfaitement bien, tant qu'ils voient que pour l'Amérique, n'importe quelle confrontation armée avec l'Iran est impensable et c'est, comme on dit en anglais, off the table. Donc, ils sont certains dans leur invulnérabilité, mais ceci étant, ils font aussi, et ils répètent l'erreur soviétique par rapport à Israël à la veille de la guerre de 6 jours. C'est-à-dire, on a pu entendre quelques généraux iraniens dire que Israël n'osera jamais attaquer l'Iran sans le feu vert américain. Les soviétiques pensaient exactement la même chose. Ils étaient certains que la prise de décision israélienne étant féodée à Washington, même sans aucun soutien américain. Et voilà, c'était une grave erreur soviétique en 67. Et on a l'impression que les Iraniens répètent la même erreur. La même erreur. Alors justement, je parlais de la presse iranienne. Il y a un récent article qui est paru dans cette agence Fars News, donc l'agence officielle iranienne, et qui s'interroge à haute voix sur la stratégie américaine, en disant que même si l'administration Biden pourrait se mettre d'accord avec eux dans les semaines ou le mois qui vient, donc même si les démocrates se mettaient d'accord avec eux, à terme, eux aussi, et peut-être surtout en 2025, il se peut qu'il y ait un changement de régime, et que le style des Américains, c'est que les démocrates, ils acquiescent, comme Obama l'avait fait à Vienne en 2015, comme Biden pourrait le faire maintenant à nouveau avec eux, mais que, comme il y a l'alternance avec les républicains, que cet accord qui pourrait décrocher maintenant, il va être aussi dénoncé demain, et donc il s'interroge à haute voix dans cet article sur l'inconstance américaine, et ils en tirent 2 leçons. C'est ça qui est surtout intéressant, c'est que à quoi bon négocier à Vienne, puisque les Américains, ce qu'ils disent le lundi, c'est pas ce qu'ils disent le mercredi. Et puis deuxièmement, c'est parce qu'aujourd'hui les Iraniens disposeraient
pour donc leurs préparatifs et dans leur démarche nucléaire d'un appui, un double appui très important, celui de la Chine et surtout celui de la Russie. On se souvient qu'il y a quelques jours, un haut diplomate, je crois que c'était le représentant de russe à l'ONU, qui a dit que finalement, après tout, ça n'étonne personne que les Iraniens sont en train de franchir le seuil nucléaire. Donc, est-ce que ce son de cloche de cet article-là, qui est quand même très symptomatique, c'est pas le signe que finalement les Iraniens, même s'ils n'ont pas d'accord à Vienne, eh ben ils continueront à se préparer avec ou sans accord et avec ou sans sanctions, alors que les sanctions leur coûtent très cher au plan intérieur et au plan social. Vous avez publié un article tout récent dans lequel vous mentionniez la situation très précaire du gouvernement et du régime iranien par rapport au mécontentement qui gronde aux quatre coins de l'Iran. Ils sont sur la corde raide de toute manière. Ils veulent se retourner vers les Russes et les Chinois, mais en même temps, ils ont besoin que les Américains lèvent les sanctions. Comment on va sortir de cette impasse ? On ne va pas sortir de cette impasse. Et il y a aussi deux parties dans cette affirmation iranienne. C'est vrai que voilà, les Iraniens ne sont jamais prêts à renoncer à aucune de leurs demandes, notamment les sécurités, les garanties que le prochain président américain ne va pas annuler le nouvel accord. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de l'accord nucléaire, il s'agit de l'accord de la levée des sanctions, c'est tout. Donc, il faut le tenir en compte. Mais est-ce que les Américains n'exigent pas une contrepartie s'ils lèvent les sanctions ? Il y a bien quelque chose, ils ne vont pas tout donner, satisfaire totalement les exigences iraniennes. Ils demandent quelque chose, les Américains. Non, les Américains, avant de demander, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils demandent, mais en principe, voilà, les Américains ne peuvent pas satisfaire toutes les demandes iraniennes. C'est impossible. Et surtout, il faut tenir en compte qu'il ne s'agit pas de pourparler entre deux côtés. Il s'agit de genre shuttle diplomacy entre les Iraniens et les Américains quand les Européens servent comme médiateurs pour transmettre les messages de l'un à l'autre. Et secondo, c'est que les rêves iraniens sur leur revirement potentiel vers la Russie et vers la Chine, ça c'est un bluff iranien. La Chine ne va jamais sauver l'Iran de sanctions. La Chine, oui, la Chine dit que c'est injuste, etc., mais la Chine ne fait rien gratos, et évidemment la Chine n'a pas jamais sauver l'Iran pour sauver l'Iran. Et c'est la Chine qui va décider toujours comment elle va régler les affaires ou le commerce avec les autres. Il n'y a pas de partenariat égal avec la Chine. Et c'est ça le danger chinois à propos et les Russes alors C'est concernant les Russes ne sont pas férus d'Iran, je le sais, je le dis en tant que connais bien la Russie, en tant que russophone, il n'y a aucun amour, aucune affinité pour l'Iran, je veux dire, pour le régime iranien en Russie. Et le plus important est que la Russie n'a aucun levier de pression sur l'Iran. La Russie ne peut ni chasser l'Iran de Syrie, de la Syrie, ni obliger l'Iran à suivre tel ou tel cours politique. Et évidemment, la Russie ne produit rien sauf les armes, et la Russie n'a rien à proposer à l'Iran. C'est simple. Il ne faut pas être spécialiste en Russie, il faut juste savoir la réalité géopolitique et économique. Donc, c'est plutôt le rêve iranien de quelqu'un, la Russie et la Chine vont leur aider. D'accord. Alors, il nous reste 2 minutes et je voudrais évoquer avec vous la dernière partie du texte justement que vous avez fait paraître, cette analyse fort intéressante dans le site de ce qu'on appelle le GISS, le Jerusalem Institute for Strategy and Security. Vous avez écrit une analyse qui s'intitule l'Iran, les pourparlers avec l'Iran semblent ne mener nulle part. Et dans la dernière partie où vous analysez en fait ce dont on vient de parler, vous dites que l'erreur des dirigeants israéliens
toujours aujourd'hui, c'est de donner l'impression qu'ils sont impressionnés par et qu'ils craignent ces préparatifs iraniens, et puis d'évoquer publiquement dans l'établissement sécuritaire, on entend tel général ou tel ministre dire qu'on est prêt, on n'est pas prêt, on va si l'accord se conclut et s'il n'y a pas d'accord, de toute manière, Israël agira toute seule au plan militaire. Vous dites que c'est une erreur de la part d'Israël de parler tout haut de cette manière. Oui, je crois que oui. Je dis qu'il faut agir, il faut agir plus et parler moins, c'est tout. Et parce que je crois que j'imagine qu'il y a beaucoup de possibilités pour des actions israéliennes dans tous les domaines. Il faut que je me pose à cette fixation sur l'idée des bombardements. Il faut bombarder les installations nucléaires iraniennes. Voilà, tout le monde se focalise tout de suite sur la capacité, la capacité ou non la capacité israélienne d'attaquer ces installations, mais il y a beaucoup d'autres domaines. Ouais, c'est ce que vous dites dans ce domaine. Il faudrait mieux se taire et agir plutôt que de débattre, d'ailleurs de manière contradictoire, comme si c'était un débat démocratique de quelle manière on va ou pas attaquer l'Iran. C'est finalement ce que vous dites. Oui, sauf quelques moments, on a pu entendre quelques déclarations des militaires et des politiciens israéliens il y a quelques semaines. Mais cette fois-ci, c'était coordonné, c'était sous la directive du gouvernement, j'imagine, pour transmettre des messages, surtout au monde arabe, après quelques rencontres de politiciens israéliens avec leurs homologues américains, parce que certains représentants américains ont voulu créer une fausse impression chez les Arabes modérés, que Israël a accepté les exigences américaines. Donc, comme ce n'est pas le cas, il était important de signaler au monde arabe que non, que rien n'a changé. D'accord. Eh bien, écoutez, merci. Merci Alexandre de toutes ces précisions pour nous aider à comprendre ce qui se passe à Vienne. C'est pas toujours évident. Merci pour le temps que nous avez consacré. Merci aussi aux éditeurs du studio Qualita pour leur écoute et à la semaine prochaine.